Très bien, merci Yann. Donc, Pascal, Olivier, on a vu que cette loi Elan, ces missions géotechniques, là, les G1, les G2, elles sont bien écrites, enfin elles sont décrites en tout cas, je dis bien peut-être pas, mais elles sont décrites dans l'arrêté, donc dans la loi. Les missions d'ingénierie géotechnique, elles sont régies par une norme dont vous allez nous parler. Oui, il s'agit de la norme 94-500. Cette norme, elle existe depuis une vingtaine d'années, puisque les premiers travaux, elle a été pensée dès les années 1993. Tu peux changer la slide. La première version était la publication de la norme donc en 2000. En 2006, une première révision. 2013, c'est la version actuelle, et en 2020, nous sommes actuellement en prévision, enfin en travaux pour une nouvelle révision. D'ailleurs, qui pourra s'appliquer également. Un des thèmes sera celui de la maison individuelle. Que dire? Cette norme concerne l'enchaînement des missions géotechniques. Donc, elle est calée. Alors peut-être d'abord les points forts de la norme, si tu me changes la slide, s'il te plaît. Donc il s'agit de maîtriser les incertitudes et les risques. En fait, c'est diminuer les aléas. Le principe, c'est que cet enchaînement d'émissions géotechniques, au fur et à mesure, diminue les aléas et pour arriver à des constructions les plus saines possibles. Le calage d'émissions est fait sur celui d'émissions de la maîtrise d'œuvre. Pour plus de clarté en fait. Et ce qui est important, c'est de ne pas exécuter de missions partielles. C'est trop dangereux et les assureurs peuvent nous le reprocher. L'enchaînement des missions commence par une étude géotechnique préalable, donc la fameuse G1 dont nous parlons, qui est séparée en deux phases. Une phase étude de site, avec ES donc qui donne que les spécificités géotechniques du site mais de manière très sommaire, puis c'est suivi par une phase principes généraux de construction, celle justement dont on va reparler dans le cadre de ce texte de la loi Elan, qui est très engageante puisque elle ne va pas se limiter au risque de retrait-gonflement, mais elle concerne donc les premières adaptations des futurs ouvrages aux spécificités du site. Donc, Olivier va détailler ça un peu après, mais effectivement, vous allez voir que c'est assez complet. Elle est poursuivie par une étape 2, l'étape 2, c'est l'étude géotechnique de conception, la G2, 3 phases également, une phase AVP, avant-projet, définition et comparaison des solutions envisageables pour le projet, phase projet, donc conception et justification du projet. La phase AVP, en fait, dès la phase AVP, vous avez le plan de masse qui est défini ou quasiment défini. En fait, les données de la construction sont déjà dessinées, on va dire. On sait s'il y a un sous-sol, s'il n'y a pas de sous-sol, si ça s'inscrit dans une pente, quel est le niveau de rez-de-chaussée, etc. Poursuivi également par une phase DCEACT, mais si on reste sur le cas de la maison individuelle, ça se cantonne très souvent à une phase avant-projet pro, parce qu'il n'y a pas de vrai changement entre ces deux phases dans le cadre d'un ouvrage simple, on va dire, comme une maison individuelle. Ensuite, on passe à la réalisation. Donc, les études géotechniques de réalisation, ce sont les missions G3, G4. G3, c'est le côté entreprise. Donc, l'entreprise doit produire une étude géotechnique d'exécution en interaction avec le suivi et à la charge du maître d'ouvrage. Le pendant de la G3 côté entreprise, c'est une G4 qui est la supervision de l'étude géotechnique, mais pour le compte du maître d'ouvrage. Et le but, c'est de vérifier la conformité de l'étude d'exécution, de voir si effectivement, ce qu'on rencontre sur le terrain, là pour l'instant, d'abord, c'est dans un premier temps le suivi d'abord des études, puis de l'exécution. Et ça permet de maîtriser mieux les qualités, coûts, délais, etc. Une autre phase qui est celle des DET AOR, toujours pareil. Bon,
ça ne s'applique pas vraiment à la maison individuelle. Il faut être très honnête là-dessus. Le cas particulier, le diagnostic géotechnique, pour ceux qui ont eu des exemples de maisons fissurées, ça vous parle, puisque c'est dans le cadre des expertises, nous réalisons des diagnostics géotechniques, plus ou moins élaborés, mais souvent, donc avec, s'il est fait comme il faut, disons qu'il aboutit à des propositions de confortation et des solutions qui peuvent être après réétudiées dans le cadre d'une G2, par exemple, des G2 projets. Voilà. En tout cas, le diagnostic s'applique sur un élément géotechnique spécifique ou un ouvrage existant ou en cours de construction. En fait, à tout moment, on peut faire un diagnostic géotechnique. Pascal, j'ai deux questions. La loi Elan exige-t-elle que le géotechnicien soit indépendant du constructeur? Et seconde question, peut-être pour répondre en groupé, je suis perdu. Dans le cadre d'une G1 PGC, y a-t-il obligatoirement une investigation géotechnique? Alors, à la première question, le géotechnicien doit-il être indépendant du constructeur? De toute façon, ce sont deux métiers à part. Alors, je sais que certains constructeurs ont un géotechnicien dans leur équipe. Après, c'est un problème d'assurance et franchement, je ne vais pas être très précis là-dessus. Nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, bureau d'études géotechniques, on ne construit pas de maison, ça c'est sûr, on ne fait pas le mélange des deux. Et donc, on est véritablement au service de nos clients. Dans le cadre, le deuxième point, c'est la nécessité d'investigation. Oui, la réponse est pour moi très claire, mais elle est à la liberté du géotechnicien qui est missionné par son client, en fonction de sa connaissance du site, en fonction de ce qu'il connaît. Mais bon, classiquement, pour définir le risque RGA, par exemple, ça passe forcément par du prélèvement et des essais en laboratoire. S'il n'y a pas d'essais en laboratoire, ça va être très compliqué d'être affirmatif sur la nature des argiles et sa sensibilité. Et puis, c'est un principe général de construction. Donc, on est censé donner une idée du sol d'assise des fondations, de l'horizon d'assise. On ne parle pas de contraintes, on parle de rien, puisque le projet n'est pas défini, on ne sait pas. Mais il est évident que ça passe forcément par des investigations. Donc, ils peuvent être, on a cité des tarières, des pénétraux, mais ça, c'est Olivier qui va pouvoir développer ça, on va dire. Excusez-moi, dernière petite question. Une G1 ES répond-elle à la loi Elan? L'un de nos clients s'est vu fournir une étude G1 ES qui est très limitée. Alors, je finis avec cette réponse. Après, je laisse la parole à Olivier. Non, clairement, tel que c'est rédigé, et on a travaillé sur un guide d'application de la loi Elan. Non, la réponse des géotechniciens, la G1 ES, elle est beaucoup trop évasive, beaucoup trop incomplète et elle ne répond pas aux interrogations et aux objectifs de cette loi Elan. Donc, la G2 adaptée à la maison individuelle, vous vous souvenez dans les slides précédentes, les deux phases de la G2, enfin les trois phases, mais les deux premières, donc c'est l'AVP et la Pro, force est de constater quand même que sur 90 ou 95% des études G2 que nous faisons en études pour la maison individuelle, on n'a jamais les éléments clairs, nets et précis pour une Pro, donc en fait c'est souvent des G2 AVP valant Pro. Voilà. Et c'est un peu ce qui va être prévu, en tout cas les réflexions actuelles vont dans ce sens, une contraction des phases de la mission de conception pour une simplification sur des ouvrages simples, donc type maison individuelle. Ça sert à quoi une G2? Ça sert à réduire encore les aléas résiduels qui étaient mentionnés dans la G1 PGC. Donc effectivement, il faut répondre à tous les postes qu'Olivier a détaillés juste avant. Elle se passe, je le répète, donc à partir de plans établis par un architecte ou par un constructeur, peu importe, mais donc plan de masse, coupe, on a les niveaux, la présence éventuelle de sous-sol, etc. Comment s'inscrit le bâtiment dans le terrain,
est-ce qu'il y a des pentes, est-ce que, enfin, bref, c'est un peu, bien entendu, ça va être la notion de mitoyen est très très importante, parce que s'il faut venir terrasser à proximité d'un mitoyen, ben, il faut être certain, c'est-à-dire qu'une simple petite étude, ou une simple petite maison peut devenir très compliquée si on interfère sur un mitoyen, par exemple non fondé, alors que nous on veut faire un sous-sol. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, on rentre dans le cadre d'une étude qui devient beaucoup moins ouvrage simple à la limite. Et l'objectif de la G2, c'est de définir précisément donc, le mode de fondation, le niveau d'assise, bien sûr, de donner des valeurs de calcul de portance, clairement. On dimensionne les fondations. On propose donc les solutions d'allage, calcul de tassement. Si faut préparer le sol, ben, on donne les modes de préparation de ce support, de réception, le drainage, comment va se comporter un éventuel sous-sol, par exemple, en présence d'une nappe, cuvelage, pas cuvelage, les NPHE. En fait, vous voyez que le contenu est extrêmement complet. Terrassement vis-à-vis des avoisinances, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Et donc là, c'est effectivement le traitement des risques majeurs. Hein. Et après, que se passe-t-il? Ben, après, on va dire, après cette étude, le processus suit son cours, mais à l'ouverture des fouilles, ce qui est très important, et ça je vais répéter la semaine dernière lors d'une mission interministérielle, c'est qu'il est très important de revenir à des choses qu'on faisait très régulièrement il y a 30 ans ou 20 ans. C'était une visite de fond de fouille à l'ouverture du chantier. Et pour valider, pour que le géotechnicien se rende compte de visu de la qualité des sols et des sols d'assises. Et donc ça, c'est dans le cadre d'une mission G4. Donc effectivement, cette validation de fond de fouille, elle est véritablement souhaitable et elle permettrait de réduire considérablement des futurs dommages. Voilà, alors, on a plusieurs questions. Je vais me permettre de revenir sur la slide précédente, sur la G2. J'espère que je ne vais pas en oublier. La première question, dans le cadre d'une G2 AVP ou Pro, concernant les suggestions d'exécution, que doit-on trouver concernant le drainage? Donc, effectivement, est-ce que le géotechnicien, parce qu'on va voir dans les dispositions forfaitaires, il y a des dispositions concernant le drainage, est-ce que le géotechnicien doit être en mesure de donner des préconisations par rapport à ça? Bien sûr, il doit se prononcer. Ça va dans le cadre. Nous, enfin, moi, je suis un ardent défenseur des G2 de qualité. C'est pas des G2 au rabais. Donc, effectivement, oui, dans une G2, une vraie G2, vous avez toutes ces dispositions dont je vous ai parlé, qui sont, alors c'est pas les dispositions forfaitaires, mais qui sont détaillées en fonction réellement du projet et de l'inscription de ce projet au sein du terrain. Je vois qu'il y a encore des questions. Une petite question. Les fondations sur pieux peuvent-elles être une alternative économique intéressante? Localement, pourquoi pas, mais en fait, c'est vrai que ça, c'est l'étude G2 qui définira la profondeur des pieux, etc. Donc, répondre brutalement oui ou non, c'est pas si simple que ça. En fait, nous, on n'a pas de réponse toute faite. On n'a pas de disposition forfaitaire quand on fait une étude. On part sur réellement l'adaptation de l'ouvrage au terrain.